juste arrivé sur les Champs-Élysées et on immortalise le moment. Dernier ajustement avant la mise en place. Aujourd'hui, Olivier va vivre sa deuxième expérience sur les pavés de la plus longue avenue de Paris. Ce garde-drapeau en est bien conscient, il ne s'agit pas là d'un défilé ordinaire. Toujours un petit peu d'adrénaline, du stress. Mais comme on dit entre nous, c'est du bon stress. Hein. C'est celui qui nous fait nous concentrer et c'est celui qui va nous faire passer un super défilé. On est concentré, mais on va prendre un plaisir de ouf et ça va être super. Parmi les douaniers ayant fait le déplacement, Juliette, qui elle défile pour la toute première fois. Alors à quelques minutes du coup d'envoi, elle ne peut cacher ses émotions. C'est un jour qui est finalement attendu. Il y a eu pas mal de préparations aussi, en plusieurs phases. Et là, on sait qu'on est au bout et on a les familles qui nous attendent, donc c'est beaucoup d'émotions. Un peu plus bas sur les Champs-Élysées, Valentin, contrôleur aérien, fait partie des troupes à l'honneur en raison des événements ukrainiens. Une pression supplémentaire pour ce militaire qui défile lui aussi pour la première fois. Beaucoup de fierté déjà, donc en tant que militaire, d'être sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Et un peu de stress quand même, il faut être beau face à tous les Français qui nous regarderont. Venir à Paris pour la fête nationale, c'est aussi l'occasion de rencontrer les autres unités opérationnelles. Là, on est mélangé avec l'armée de terre, la marine, les Belges. Et ça fait du bien de rencontrer du monde et au final, on a tous la même mission, quoi. C'est des souvenirs plein la tête, j'imagine. Ah ouais, énormément de souvenirs. Des souvenirs justement qui seront noués par ces images. Ce défilé du 14 juillet sur la plus belle avenue du monde aura su mobiliser 4900 femmes et hommes à pied. Le rendez-vous avait été donné hier à 17 h, place de la République, pour célébrer en amont le 14 juillet. Lors de cette veille de fête nationale, 12 unités étaient présentes. Parmi elles, un détachement de la garde luxembourgeoise, le service national universel représenté par les jeunes de 17 ans, mais aussi le régiment mosellan, le 3e régiment de hussards. Vous savez que pour nous, traditionnellement, nous fêtons le 13 juillet en province de manière à pouvoir fêter ensuite le 14 juillet et regarder le grand défilé sur les Champs-Élysées le 14. Une réaction de profonde joie parce que nous avons pu partager ici ce moment avec les Messins qui sont venus très nombreux comme vous avez pu le voir. Après une revue des troupes par le général de corps d'armée, les différents régiments ont pu défiler devant les Messins. L'année dernière, la cérémonie du 14 juillet était en comité restreint en raison de la crise sanitaire. Alors cette année, bas les masques pour la ville de Metz. Pour cette cérémonie, comme pour toutes les festivités, c'est un bonheur que de retrouver le monde, de retrouver la foule. Et là, un moment de communion nationale, qui est la fête nationale. C'est la fête de tous les Français. C'est une fête de cohésion, mais c'est aussi le soutien à nos armées. Et nos armées qui, depuis des années, luttent contre les sources du terrorisme, souvent très loin de nos frontières, et l'armée dont on s'est rendu compte à quel point elle était importante avec le retour de la guerre en Europe. Donc je crois que le lien armée-nation est plus important que jamais. Il y avait du monde aujourd'hui et je crois que ça en témoigne. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de rappeler le déploiement des troupes en opération extérieure, mais aussi de remettre des décorations, Légion d'honneur, médailles et Ordre national du mérite à 10 militaires pour leur engagement. Elle s'est installée depuis le début de la semaine et va encore sévir quelques jours. La chaleur fait parler d'elle. En Moselle, la préfecture a activé ce mercredi le plan canicule jusqu'au 24 juillet. L'objectif est d'apporter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables. Il prévoit notamment la distribution d'eau, l'accès à des douches, le renforcement des maraudes et enfin des heures d'ouverture étendues des accueils de jour. Toujours sur cette forte chaleur, le préfet a décidé ce 14 juillet de limiter également les usages de l'eau dans le sillon mosellan. En cause, l'absence de pluie significative dans les 10 jours à venir. Pour prendre connaissance de toutes les interdictions en vigueur, rendez-vous sur le site du gouvernement ProPluvia. Selon un sondage, 53% des Français sont prêts à se mettre en selle avec de meilleures infrastructures. À Metz, l'Eurométropole est sur la bonne voie malgré un chantier encore conséquent. Exemple ici, rue du Général Franiat. Le pont Franiat, un des points chauds de l'Eurométropole. Hervé Ribon, pourquoi cet endroit est au cœur des débats? Alors, il est au cœur des débats parce que la ligne Métis C, qui est prévue pour les années à venir, va passer sur ce pont.
Et au niveau de ce pont, il n'est pas prévu de mettre en place une piste cyclable. C'est-à-dire qu'il y aura une interruption sur toute la longueur à ce niveau-là. Et là, le cycliste aura deux choix, soit descendre du vélo et marcher sur presque une centaine de mètres, soit retourner dans la circulation avec voiture et poids lourd. On estime que c'est un risque trop élevé pour nous et en plus ça ne respecte pas la loi. Sur ce pont étroit, les cyclistes se retrouvent parfois à quelques centimètres seulement des voitures. La solution, construire deux passerelles de part et d'autre. Bémol, des délais très longs mais surtout un coût très élevé. Désormais, direction le centre-ville messin. Là aussi, c'est un vrai casse-tête. Nous voilà à Place Mazelles, un autre endroit où la cohabitation peut s'avérer difficile entre tous les utilisateurs. Ici, les cyclistes doivent traverser pas moins de 9 voies pour se rendre de l'autre côté. Et quand nous interrogeons les principaux intéressés, le discours est à chaque fois le même. Manque de continuité, il y a beaucoup de pistes qui sont sur des trottoirs, donc des fois ça pose des problèmes, il y a des conflits avec les piétons. Si on veut faire un itinéraire 100% piste cyclable, c'est souvent impossible. Une fois qu'on arrive dans Metz, il y a des pistes cyclables, mais il y a des ruptures. Et quand on est sur les ruptures, c'est un peu dangereux quand même. On se retrouve avec les voitures. Donc avoir un plan de piste cyclable totalement continu, sans rupture, ça serait pas mal. Rajouter au sentiment d'insécurité, une perte de temps due aux différents arrêts, et cela devient rapidement difficile pour le cycliste de trouver son compte. L'Eurométropole, consciente des travaux colossaux à fournir, veut désormais installer une vraie culture vélo. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas faire d'aménagement cyclable parce qu'il n'y a pas de cyclisme. Moi je pense que tant qu'il n'y aura pas d'aménagement cyclable, il n'y aura pas de cyclisme. Donc il faut qu'on investisse sur ces aménagements et là on verra qu'on a du monde. Et on le voit bien sur tous les axes qu'on a aménagés, il y a du monde. Jusque-là, les aménagements étaient faits plus par opportunité que par logique. Une philosophie révolue selon l'Eurométropole. La ligne C du Métis devrait en partie en être l'exemple. Ici, sur 21 hectares, seront bientôt installés des panneaux photovoltaïques dernière génération. Nous utilisons une technologie avec des modules sur pivot. Nous suivons le soleil. Nous avons des panneaux photovoltaïques bifaces. Sur l'envers, ils réfléchissent la lumière pour obtenir de l'énergie supplémentaire. Le projet d'un montant de 17 millions d'euros est financé par l'entreprise Green Cells, mais aussi par les contribuables qui se sont associés au projet en investissant. Il aura fallu 2 ans pour que le parc photovoltaïque soit mis en œuvre, une opportunité pour la commune de Klein-Blittersdorf. Avec ce parc, une commune de 11 000 habitants comme la nôtre, ainsi que notre zone commerciale, pourront être alimentées en électricité. Le parc est calibré pour produire 21 MW, ce qui correspond à la taille de Klein-Blittersdorf et ses annexes. Un projet soutenu également par le Land qui poursuit ses objectifs en matière d'énergie verte. Nous nous sommes fixés jusqu'en 2023 pour produire la moitié de notre électricité à partir d'énergies renouvelables. C'est pourquoi ici, c'est un site très important pour atteindre nos objectifs. Cependant, ce n'est qu'un projet parmi d'autres que nous suivons en ce moment. En effet, plusieurs autres parcs photovoltaïques sont sur les rails en Sarre et devraient se concrétiser bientôt. Celui-ci est le plus grand, il sera opérationnel dès le mois d'octobre. Durant tout l'été, Fénétrange et son château se dévoilent sous un autre angle via des visites guidées sur le thème des contes et légendes du village. Pour cette première étape, nous nous dirigeons vers l'église Saint-Rémy, une ancienne collégiale du XVe siècle. Jadis, entre Fénétrange et le village de Barrendorf, non loin d'ici, s'étendait une forêt nommée le Sporenwald. Le garde forestier de ces bois se nommait Barthel. C'est l'histoire du fantôme de Barthel, un garde forestier de la région qui, après sa mort, est revenu hanter en quelque sorte les villageois et les visiteurs de Fénétrange. Bon après, je vous rassure, c'est pas un fantôme très méchant. Justement, je donne des petites astuces pour pouvoir s'en débarrasser si jamais il vous embête. Pendant 1 heure, notre guide va nous faire voyager dans le Fénétrange médiéval, entre mythe et réalité. Après ce premier conte, nous nous dirigeons vers le château de Fénétrange, dont les premières traces remontent au XIIIe siècle. L'occasion de découvrir différentes pièces de la bâtisse, à commencer par la cuisine. Juste ici, vous voyez cette cheminée qui vous paraît peut-être déjà très imposante, mais sachez qu'à l'époque, elle était plus grande encore. Je peux encore y passer plus de la moitié de mon bras, c'est dire.
C'est parce qu'en fait, elle servait à faire rôtir des bœufs entiers. Le château a été construit par la famille de Malberg lorsqu'elle a hérité du territoire qui appartenait autrefois à des ecclésiastiques. C'est ainsi qu'est née la dynastie des Fénétranges. Au fur et à mesure, la localité et une vingtaine de villages aux alentours se sont constitués en un état libre. Nous ne faisions pas partie de la Lorraine, mais on faisait partie, en fin de compte, de tous les seigneurs qui étaient à la cour du duc de Lorraine. En effet, un des hommes les plus emblématiques de l'époque, du XIVe siècle, c'était Burkhard ou Brocard, qui est parti à la tête de cavaliers ou de seigneurs lorrains ou allemands pour secourir la France. À son apogée, le château, lui, abrita près de 140 vassaux. Pour cette dernière étape, nous nous rendons dans la chapelle du monument pour y découvrir le conte du pèlerin et du chevalier. Et enfin, ajouta le pèlerin, qui vivra entre ces murs après toi? Mes enfants, ma descendance, dit avec orgueil le chevalier. Ces visites insolites ont été imaginées pour apporter une offre complémentaire aux visites guidées ou documentées du château. Elles auront lieu du jeudi au dimanche à 15 h et des créneaux sont aussi disponibles à 10 h 30 tous les week-ends. Jean-Marc Huard parti est maintenant directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Le nouveau recteur de l'Académie Nancy-Metz et du Grand Est attendait de se faire connaître. Eh bien, son identité a été dévoilée ce mercredi. Il s'agit de Richard Lagagnier, 54 ans, chancelier des universités, recteur de l'Académie de Nice depuis 2019. Il prendra ses fonctions le 20 juillet.